Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Y'a pas que la data, mais finalement aujourd'hui c'est plus y a de l'actu. Donc vous le savez, on alterne entre recevoir des invités et le dernier épisode en date, vous pourrez l'écouter, c'était avec Jean-Louis de Gladia. Gladia qui est une start-up scale-up française qui est dédiée à faire du speech to text ou text to speech, ou les deux. De l'audio. On va dire de l'audio. De l'audio et qui a le vent en poupe, qui a levé de l'argent, mais surtout c'est un sacré personnage. Donc en fait au final on devait parler de Gladia, on n'a vraiment pas parlé de Gladia, on fera un autre épisode où on parlera de Gladia. On a surtout parlé des anecdotes de Jean-Louis et il a beaucoup à dire sur beaucoup de sujets, c'était très intéressant. Je suis toujours accompagné de l'inénarrable Thomas Memoun, Chief Data Science en chef, qui est à Québec, qui est à Montréal. Tu te prépares pour les États-Unis à faire des superlatifs de partout, c'est ça ? C'est ça, awesome, amazing. Actu du mois de mai, on va changer un peu de trame. Les dernières trames, on passait très longtemps sur les modèles. Là, vu le nombre de nouveautés, le nombre de modèles qui sont sortis au mois de mai, en fait, il faudrait presque 4 épisodes en entier pour parler des modèles. Et comme ça s'appelle pas, le podcast s'appelle pas « Il n'y a pas que des modèles » ou « Il n'y a que des modèles », non, mais sérieusement, il y a vraiment trop de modèles. Trop de sorties de modèles, trop d'actualités. Donc on fait un peu une incartade. Vous nous direz d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse et quel type de format peut vous intéresser plus. Mais on va commencer par aussi dire des choses qu'on fait dans la vraie vie. Autour de l'IA évidemment, autour de la data évidemment, et c'est Thomas qui va démarrer, parce que je crois que Thomas, toi t'es sorti et t'as, comme disent les Américains, touch grass, c'est-à-dire que t'as touché de l'herbe. Et t'es pas resté que collé sur ton clavier, c'est ça ? Sur mon écran, non. Je pensais que le mois de mai il serait plutôt sympathique à Montréal cette année. Finalement, on a eu beaucoup de pluie, mais j'ai eu des commitments. J'ai dit que j'allais à des événements, donc je m'y suis rendu. Et le premier du mois, ça a été le AI Tinkerer de Montréal. Donc je sais qu'il y a des événements comme ça partout dans le monde. Je me demande même s'il n'y en a pas à Paris. Et en fait, l'objectif de ces événements, c'est souvent il y a des personnes qui viennent présenter des projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que les projets, ils sont présentés en 3 minutes. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Ah ouais, 3 minutes. Ici, c'est 3 minutes. Le sorte de elevator pitch, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que 3 minutes et après, tu as 3 minutes de questions, ou voire même 5 minutes. Mais en fait, tu vas juste titiller la curiosité des gens. Et je crois que c'était le 3e épisode à Montréal cette fois-ci, donc super événement. Et là, il y avait 6 présentations, ou 5, désolé. Et 2 étaient sur le vibe coding. Et en fait, je me rends compte que c'est pas juste une tendance qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur les forums et ce genre de choses. C'est... en fait, tout le monde fait du vibe coding, et en fait, j'ai vu 2 choses assez intéressantes. C'était une qui était plus ou moins un codeur, donc du vibe coding pour vraiment bien coder des applications. Donc, c'était assez intéressant. Et le deuxième, c'était juste une personne qui disait qu'en 8 soirées, je crois, en 8 soirées, elle a réussi à déployer sur le cloud, c'est une personne de chez Google, un petit jeu vidéo. Et donc, ils utilisaient Cursor. Et moi, ça m'a motivé dès la semaine d'après à installer Cursor, puisque je l'avoue, je n'avais pas Cursor auparavant, je vibe coder directement avec ça sera les LLM. Coupé au montage. Ça sera coupé. Non, mais je trouve que c'est plutôt honnête, c'est-à-dire que moi, ça me dérangeait de payer, et en fait, j'utilisais toujours ChatGPT ou Claude, qui était amplement suffisant à l'époque, mais je voulais voir comment l'imbrication entre les fichiers et tout ça, c'était possible avec Cursor. On en parlera sûrement après. Ouais, donc le vibe coding, pour rappeler à nos auditeurs, auditrices, c'est Andrej Karpathy, qui est un grand data scientist, un des cofondateurs d'OpenAI. Il a été aussi Head of AI de Tesla. Et c'est vraiment une personne extrêmement brillante qui a lancé ce terme de vibe coding, où en fait, finalement, ça correspond grosso modo à faire du software engineering avec une très très grosse proportion d'appels au LLM, soit par des agents, soit et donc par des éditeurs de code avancés et justement gonflés et dopés à l'IA, et à développer extrêmement vite des applications, des softwares.
Et finalement, où la proportion de développement, j'ai envie de dire, écriture de code à la main par un humain a tendance à devenir de plus en plus faible par rapport à la proportion de code généré par les IA, en fait. C'est ça, hein. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, il y a d'un côté des personnes qui sont tout à fait contentes de ce qui peut se passer sur le vibe coding, puisque ça permet de casser des barrières énormes. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui s'en plaignent, puisqu'on peut avoir des vraies brèches de sécurité. Et en fait, le manque, pour la faire simple, à un moment, on se met à accepter tous les choix faits par les modèles, et on oublie de vérifier quelques détails qui peuvent être essentiels quand on part en production. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis après, je me suis rendu au Generative AI Montréal, donc c'est un ami, Farid Belhamech, j'en profite pour le mentionner, donc qui fait cet événement-là. Et là, on a eu une personne de chez Docker. Donc on parle plus trop de Docker en ce moment, enfin c'est plus trop le sujet à la mode, j'ai l'impression. Et ils sont venus nous présenter les test containers. Donc c'est, pour la faire très simple, les test containers, c'est des environnements isolés pour effectuer des tests. Et là, la présentation était principalement faite pour des LLM. Donc ça, c'était pas mal intéressant. Et puis après, j'ai aussi rencontré, donc pour la faire vraiment plus vite, Google, qui a présenté son événement Google Next directement dans les bureaux de Montréal, où là, l'objectif, c'était vraiment leur outil phare, ça reste BigQuery. On se rend peut-être pas compte, mais chez GCP, c'est vraiment BigQuery qui fait vivre GCP, fait vivre. Et ensuite, on a une présentation sur les agents data scientists, les agents data engineers. Moi, je trouve ça assez excitant. Il y a un petit côté qui fait peur. Moi, ça m'inquiète beaucoup en fait pour les futurs et les juniors actuellement, puisque je vois pas trop comment on peut concurrencer des outils aussi puissants et en fait aussi peu chers sans avoir besoin de les former. Et sinon, en termes de projet personnel, j'ai avancé sur Cursor. Effectivement, j'ai essayé Cursor et j'ai été bluffé. Mais toi, tu es un habitué dans le Cursor? Ouais, moi j'utilise Cursor depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai pu constater les énormes progrès que ça a pu faire, qui sont finalement très corrélés aux énormes progrès des LLM et de la puissance des LLM. Donc évidemment aujourd'hui, là où il y a 2 ans on n'avait que de la complétion automatique, on commence à écrire quelque chose et l'IA te propose un certain nombre de choix plus ou moins plausibles. Aujourd'hui on arrive vraiment à une puissance très très impressionnante. Et d'ailleurs en fait, alors aujourd'hui j'utilise Cursor, mais j'utilise aussi d'autres outils que j'ai pu pas mal tester, on en parlera peut-être, mais parce qu'aujourd'hui il y a pléthore de choix autour de ces assistants au coding. Évidemment Copilot, Cursor, Windsurf, j'ai envie de dire c'est les 3 principaux, mais il y en a plein d'autres qui se développent, et c'est un vrai écosystème. Et les gros fournisseurs comme Google, Anthropic ou OpenAI sont pas en reste non plus, puisqu'ils ont chacun aussi sorti leur solution. Donc on voit que c'est un marché qui est très important pour ces très grosses sociétés, de pouvoir capter les développeurs très vite et un maximum, quoi. Et moi je trouvais ça intéressant parce que j'utilise principalement pas la complétion. Je trouve pas le grand intérêt. Le mode agent. Parce que tu as le mode edit, le mode agent. Ouais, exactement. C'est le mode agent. Qui permet d'éditer lui-même certains fichiers, d'en créer et même éventuellement de lancer des lignes de commande et de lancer des sous-programmes. Il demande l'autorisation, bien sûr, mais de pouvoir vraiment être en mode quasi comme si tu avais un programmeur à côté de toi qui développait, quoi. Ouais, c'est ça, et en fait c'est super puissant puisque de ton idée de base, ton petit projet que tu as en tête, tu lui donnes vie. Il suffit juste de bien, comme quand tu utilises ChatGPT ou quoi que ce soit, d'être un peu au clair sur ce que tu veux faire, et il te crée tout, et en fait il te crée les bonnes relations, ce que les ChatGPT, Claude et tout ça ont peut-être un peu de mal par moment. Par contre, moi on m'a parlé de quelque chose où tu gagnais un temps qui était formidable. Sur Cursor, je pense que les gens sont assez au courant, mais sur Cursor on peut mettre des règles. Oui. Et moi ma grosse règle c'était de dire je ne veux que du SQL ou du Python. Ça peut être bête comme tout, mais moi je ne connais que ces langages très bien, donc je ne veux pas faire d'autres choses.
Et en fait, je passais un temps monstrueux à relire le code. Mais puisque je voulais pas laisser passer l'opportunité de faire des oublis, et c'est super bien codé, c'est vraiment clean et tout ça, mais les brèches de sécurité, elles n'existent pas si tu passes du temps à accepter ou refuser les changements. Mais c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine de discussions, tu commences à être un peu plus léger sur le accepter. Et je peux comprendre qu'on puisse créer des choses, enfin des projets à risque à terme. Ouais, on risque de créer un maximum de... Enfin, moi c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une période de transition où les développeurs s'emparent plus ou moins à leur rythme de ces nouvelles technologies. Mais effectivement, le vibe coding ou coding assisté par IA a tendance aujourd'hui à créer et va créer de manière exponentielle beaucoup plus de dettes techniques. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, et ça commence déjà, parce que j'ai vu des articles assez intéressants de développeurs ou software engineers très expérimentés qui ont donné à ces outils très avancés leur code base. Et l'IA a résolu plusieurs bugs, dont certains extrêmement complexes, dont certains des bugs qui restaient sans solution pour ces experts humains depuis plusieurs mois ou des fois années. Donc en fait, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, les IA, et on arrive dans ce momentum-là, elles vont être tellement puissantes qu'elles vont pouvoir en fait aussi nettoyer le legacy généré par les humains. Et ça, c'est une grosse révolution à mon avis. Mais est-ce que, ça c'était une question que j'avais finalement, c'est est-ce que toi, tu lui demandes de faire des choses que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas encore ? Par exemple, une nouvelle technologie qui vient de sortir, j'extrapole un peu, mais une nouvelle technologie qui vient de sortir, est-ce que tu vas lui demander un projet basé là-dessus ? Non, pour l'instant, quand je développe des choses, je préfère les développer évidemment sur les langages que je maîtrise ou à minima que je connais. Mais je pense qu'à terme, et j'ai vu une conférence assez intéressante, je pense que les langages aujourd'hui ils ont été créés pour les humains en fait, pas pour les machines. Il est très probable qu'à un moment donné, cette couche de langage informatique et de code à base de langage, qui est vraiment dédiée aux humains, elle s'efface pour qu'à un moment donné, tu puisses avoir des systèmes d'exploitation ou des applications qui soient faites presque à la volée, depuis l'humain qui aura l'intention et demandera, jusqu'à la machine qui exécutera et qui te présentera une application, un logiciel, un système d'exploitation qui sera absolument complètement customisé et personnalisé pour toi. Mais en fait, peu importe le code, en fait. Parce que le code, il est aujourd'hui encore destiné pour les humains. Donc il y en a qui préfèrent tel ou tel type de code, tel ou tel type de dialecte. Mais en fait, les LLM et les IA n'ont pas foncièrement... ont aucun intérêt en fait à passer par ces langages qui sont des tables de traduction en fait entre la volonté du monde physique et le code machine qui est incompréhensible pour un humain. Ouais. J'ai peur de rentrer dans des débats philosophiques là, mais effectivement, c'est plus facile de parler en anglais à une machine pour le moment, puisque chaque modèle utilise ses propres embeddings. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas un langage commun encore entre tous les modèles providers, ce qui peut créer un problème aussi. Ouais. T'as utilisé Codex, toi, ce mois-ci, ou pas du tout ? J'ai utilisé Codex d'OpenAI. J'ai utilisé Claude Code. Et ceux que j'ai pas utilisé, j'ai pas utilisé Jules. Jules, c'est un assistant au coding de Google. D'ailleurs, l'URL, ça doit être Jules, donc jules.google.com, je pense que c'est le sous-domaine. Et donc, ça a l'air d'être un peu plus de l'expérimentation. Codex, pour le coup, d'OpenAI est beaucoup plus... fait beaucoup plus produit fini. Et en fait, ce qui est assez intéressant entre Codex et entre Claude Code, d'Anthropic, du coup, c'est que les deux entreprises ont pris deux directions
assez orthogonales, vraiment différentes. C'est-à-dire que Codex, tu as une interface graphique qui est web, donc dans ton navigateur, et leur avec un S agent se connecte à des repositories Git, et ensuite tu peux lancer plusieurs agents en parallèle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque agent est un container en fait qui se lance, et finalement en fait une machine virtuelle qui se lance. Donc le code n'est pas exécuté sur ta propre machine, mais sur les machines d'OpenAI. Et ça peut être exécuté en parallèle. Et ça va même jusqu'à ensuite faire une proposition de changement de code dans ton repository Git avec une pull request. Donc c'est assez intéressant. C'est assez bien foutu et j'ai vraiment l'impression que ça va chercher en termes de target le marché des B2B, des entreprises, des équipes tech, etc. Donc vraiment, ils ont voulu un outil, parce que le vrai problème avec ces assistants, en fait, c'est les environnements de développement et environnement de runtime. Parce qu'en fait, soit tu le fais sur ta machine, soit tu le fais sur des serveurs distants. Et là, je trouve, donc ça, c'est le paradigme d'OpenAI avec Codex. Et du coup, Claude Code est complètement différent d'Anthropic, puisque en fait, tu lances Claude Code dans un terminal avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Il peut y avoir des risques, parce que c'est dans ton terminal, donc tu peux potentiellement accéder aussi à ton système d'exploitation et faire des bêtises. Donc, faut faire attention. Et ensuite, le gros avantage de l'autre côté, c'est qu'au niveau du contexte, c'est beaucoup plus précis, parce qu'en fait, il a vraiment accès à tous les fichiers. Il peut lancer des commandes assez puissantes pour pouvoir comparer les fichiers, aller chercher certains fichiers, en copier, en supprimer, etc. Donc, il y a plus le côté autonomie sur ton ordinateur et maîtrise. Et agnosticité, alors qu'en fait Codex est beaucoup plus branché du coup à GitHub pour les équipes, avec une espèce de workflow d'industrialisation de développement autour de ça. Mais on n'en est qu'aux prémices, attention. Et tu payes au taux-chain ou c'est un abonnement ? Codex, tu payes quand tu as le gros abonnement d'OpenAI, je crois, à 200 € par mois. Okay. Et Claude Code, tu payes en revanche au token. Donc ça peut valoir assez cher. C'est-à-dire que des petites applications à coder, tu peux vite en avoir pour $40. Donc en fait, tu vois que là aussi, ils prennent des directions différentes pour la tarification de ces outils-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à Gemini et à Google, qui ont lancé une offre Google Ultra aux alentours de $250 par mois, qui inclut aussi, je crois, YouTube, mais l'accès aux plus gros modèles de Google. Donc, ouais, ça donne accès à tout. Ouais. À tout, et pour le moment, il est à $125 pour les 3 premiers mois. Et après, on en a peut-être un peu moins parlé, mais ils ont aussi une offre à $20 avec beaucoup moins de choses, mais peut-être plus intéressante pour les utilisateurs, on va dire lambda, on peut dire lambda. Parce que ça reste quand même beaucoup par mois, $200. On tourne autour du $2500 par an. Presque 3000, il faut voir si à l'étage ça inclus ou non. Mais ça y est, c'est-à-dire que Anthropic, Google et OpenAI, ils ont fait leur forfait à... Je crois qu'Anthropic, c'est $100 minimum. Ils ont des forfaits entre $100 et $200. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que je pense que c'est le début de l'augmentation des prix. Parce que la puissance et la capacité de ces outils-là est largement supérieur à ce que ça aux $200 ou $150-200 par mois si tu les utilises vraiment à leur pleine puissance. Mais c'est un point intéressant, puisque tu vois, il y a Google qui a présenté ses 23 nouveaux produits. Je ne sais pas si on va en parler en détail de tous les produits. Ouais. Mais est-ce que $200, on va prendre la moyenne à $200, c'est un prix juste pour les utilisateurs, sachant qu'il y a de fortes chances, enfin comment expliquer, quand tu fais appel à ces formules, tu as plein d'outils, plein d'outils, tu peux accéder à presque tout leur catalogue. Est-ce qu'une personne va utiliser tout le catalogue en un mois ? Tu vois, par exemple, là je prends l'exemple de Google où dedans tu as VO3, je crois, inclus.
est-ce que tu vas utiliser VO3 au même titre que tu vas utiliser Gemini 2.5, au même titre que tu vas essayer franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Je pense que ces outils et ces offres, elles sont vraiment pas faites pour le Kidam et l'utilisateur, comme tu disais, lambda. Là, je lisais une news d'un créateur de publicité professionnel qui a créé une publicité vidéo grâce à VO3 pour l'équivalent de $500 pour un produit pharmaceutique, et là où normalement une agence facturerait $500,000 en fait pour ce même type de travail. Donc tu te rends bien compte que si tu as une agence de pub par exemple avec 50 ou 100 créas, en fait, ce qui risque de se passer assez rapidement. De toute façon, après, on peut faire un parallèle avec tout ça, mais le boulot, ça va remettre en question l'industrie même de la pub et de la création de artwork et de la création de contenu pour la pub, parce qu'effectivement, tu peux créer aujourd'hui des vidéos publicitaires pour une fraction du coût de ce que ça te coûtait avant. Ça remet en question, je lisais une news, tu as McKinsey, une énorme boîte de consulting qui vient de faire le plus gros layoff qui ait jamais existé dans l'histoire de l'entreprise. Ils ont viré 10% de leurs consultants parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, en fait, le boulot de consultant, les IA le font. C'est-à-dire tous ces gens qui font des audits, ils prenaient un exemple et ils disaient aujourd'hui on fait des audits en 6 heures, là où il nous fallait 6 personnes pendant 6 semaines. Donc ça remet aussi du coup un gros danger sur toute cette industrie du consulting. Et tout ça, on peut continuer ad vitam en fait. On peut continuer sur l'ingénierie software, etc. Donc $200 pour... en fait, demain, tu veux monter une agence de pub, tu prends 3-4 personnes qui sont très très douées avec ces logiciels d'IA, et potentiellement, tu fais la même chose qu'une boîte de 200, potentiellement. C'est un bon point, puisque parmi les 23 produits, donc il y a VO3. VO3, c'est le modèle text to vidéo. Donc ça permet, tu mets du texte, ça crée une vidéo. La grande différence par rapport à l'ancien modèle, c'est qu'il y a la notion de son directement dans la vidéo. Ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses en termes de modélisation. Et en plus de ça, ils ont sorti Flow. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, ça. J'ai pas vu ça. Flow, c'est un éditeur vidéo basé sur l'IA. Okay. Donc c'est vrai que c'est complètement cohérent ce que tu dis là. Surtout que... Alors là, je fais encore un parallèle par rapport à Google, mais McKinsey, il y a tellement de débats sur les layoffs. Les layoffs aussi, il y a des débats. Il y a une sorte de... Pas un aveu de faiblesse, parce que l'aveu de faiblesse, c'est un peu fort comme mot, mais de dire que Google a conscience que tout son revenu, 90% de son revenu fait partie du moteur de recherche, du SEO, de la pub en ligne. Et ils admettent qu'il y a des changements dans les méthodes de consommation depuis qu'il y a l'arrivée des LLM, donc il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause. Un des exemples concrets, c'est Apple qui réfléchit à ne plus proposer obligatoirement le moteur de recherche Google sur Safari, sur les iPhones, mais peut-être utiliser des solutions un peu plus avec de l'IA, on va dire. Donc je pense que c'est aussi il faut à un moment gagner de l'argent sur toute la recherche et le développement qu'ils sont en train de faire en IA, puisque ça coûte des quantités astronomiques d'argent. Et en parlant de layoff, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu veux le mentionner, mais Microsoft disait durant le mois de mai qu'ils ont atteint 30% du code développé par de l'IA, mais il y a une contrepartie, c'est laquelle ? 3% des effectifs, 6000 postes, c'est ça ? Ouais. Moi, je pense que c'est que le début. Je voyage pas mal et en Amérique du Nord, ça se développe de plus en plus. Et j'écoutais des podcasts, en fait, les startups qui se lancent aujourd'hui aux États-Unis. C'est carrément le contraire. En fait, c'est pas le contraire, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, 80% du code des applicatifs ou des produits tech, etc., c'est fait par de l'IA dans ces startups. C'est pour ça que tu vois c'est pour ça que je ne sais plus quel gros
influenceur avait une conférence et disait 2026 sera l'année où on aura une entreprise qui sera valorisée 1 milliard avec un salarié, avec une personne. Ouais, pour toi, c'est vraiment possible. Je pense que c'est vraiment possible. On n'a pas idée de la vitesse et de la rapidité avec laquelle aujourd'hui ces technologies sortent et deviennent de plus en plus puissantes. Elles deviennent ça sort d'ailleurs tellement vite, et c'est assez marrant, c'est que les progrès ont même pas le temps, genre presque, d'être à la mode. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on parlait beaucoup de RAG, de Retrieval Augmented Generation, il y a 6 mois, 9 mois, 1 an. On en parle presque plus ou moins. Donc en fait, les choses ont presque pas le temps de sortir et de rentrer et de pénétrer dans le grand public, qu'elles sont déjà presque démodées par les nouvelles choses qui sortent derrière. Ce qui d'ailleurs crée un effet de bord pour les entreprises et les gens du monde réel, c'est que ça va tellement vite qu'en fait, les entreprises, elles hésitent à investir là-dedans sur des technologies qui probablement dans 3 semaines ou 3 mois seront à refaire, caduques, dépassées. Et ça crée une espèce d'attentisme tu vois, en mode je vais pas y aller, ça va encore changer. Tu vois ? Bah ça, c'est un excellent point, puisque Y Combinator, ils ont énoncé à peu près la même chose. Ils ont utilisé le terme de full stack startup. Donc je pense que ça représente un peu ce que tu disais. Donc très peu de personnes, une startup qui arrive à tout faire grâce à l'IA. Moi, je commence à me poser des questions, puisque tu le sais, tous les jours on fait de la veille sur les nouveautés et tout ça. Je pense qu'il arrive à un moment où il y a toujours de la nouveauté, ça va continuer pendant encore un petit moment. Est-ce que ça vaut pas mieux de s'arrêter à des technologies qui existent et qu'on apprenne à les dompter vraiment, vraiment bien? Un exemple concret, c'est par exemple le fait de, aujourd'hui, ce mois-ci, tu as utilisé Codex et Claude Code. Est-ce que ça vaut pas mieux de comprendre parfaitement un de ces deux outils, et même si demain ils font une V2, une V3 qui lui donne un autre nom ou quoi que ce soit, se dire tant pis, je laisse passer la vague et je me concentre sur quoi j'ai débuté. Là, franchement, je commence à avoir des vrais doutes là-dessus. Je sais pas, ça m'intéresse beaucoup de suivre les innovations tant que je peux au fil de l'eau quand elles arrivent. Mais j'ai beaucoup de mal, comme tout le monde, hein, et toi aussi, tu as du mal. Tu vois, là, tu me parles de Moi, Flow. Moi, le premier. Flow, j'étais pas au courant, quoi. Donc, et pourtant, je fais 1h30 à 2 heures de veille par jour, 6 jours ou 7 jours sur 7. Donc, j'écoute des podcasts, des vidéos, j'ai des dizaines de newsletters, etc. Qui sont elles-mêmes résumées par des agents, etc. Donc, oui, je pense qu'il y a une espèce de fatigue quand la progression fulgurante et incessante en fait de tout ça. Mais poser ses bagages et dire tiens, j'update pas Cursor. Parce qu'en fait, Cursor, si tu regardes, tous les 2 jours, en fait, il y a un update. Tous les 2 jours, il te propose de mettre à jour le logiciel. Mais tu sais, j'ai vu que c'était même pas la V1. Enfin, on n'est toujours pas en V1. On est toujours en V0. 0.6.5, je sais pas quoi, etc. Ouais. Et pourtant, c'est une entreprise qui est valorisée pas loin de 9 milliards. Ils ont fait une dernière levée de fonds, c'est ça 900 millions 900 millions. Moi, je pense que Google les rachètera. Mais après, il y a des gens qui disent non, parce qu'en fait, je crois que OpenAI est aussi actionnaire de Cursor. Google n'a pas investi chez OpenAI ? On sait pas, ok. Je sais pas. Ça serait pas impossible, parce que je sais qu'il y a Amazon ou AWS, il y a Microsoft, même si c'est tendu actuellement. Mais ils ont levé 900 millions, et ça c'est un très bon point, puisque OpenAI en face, ils ont racheté leurs concurrents pour 3 milliards. Windsurf. 3 milliards. Windsurf, pardon. Ouais. Windsurf, j'ai oublié de les mentionner. Windsurf, ils ont racheté 3 milliards Windsurf, alors qu'en fait, c'est une boîte qui avait, 4 ans, 3, 4, 5 ans, pas plus. Et qui était un fork de VS Code aussi, hein, qui était une donc, c'est assez impressionnant, les chiffres que tu vois là-dedans, quoi. Et surtout, je crois qu'ils sont
crois qu'on en avait parlé une fois, ils sont 250 dans l'entreprise. Ils sont très peu. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte le chiffre de 3 milliards face à 250 personnes et surtout la jeunesse de l'entreprise. Et justement, je me pose la question de... Il y a plein de choses, tu vois, que je ne comprends pas. Là, je rentre un peu dans la philosophie, il fallait bien que ça arrive. C'est comment on peut sortir d'un côté Codells, racheter une entreprise qui fait plus ou moins la même chose, l'intégrer dans les process. Je suis vraiment complètement perdu et je ne vois pas où on va. Je ne vois pas les objectifs des entreprises autour de l'IA. J'ai vraiment du mal à comprendre là. Surtout que si tu regardes, OpenAI a aussi racheté la startup de Johnny Ive, le ex-designer dieu du design de Apple. Il s'appelle Io, l'entreprise c'est Io. Ouais. Je crois que c'est Io. Okay. Ouais. Et pour aller probablement vers du hardware et vers des devices un peu à la Rabbit ou autre chose, où il y en avait un autre qui s'appelle Friend, où tu aurais une espèce de, j'en sais rien, compagnon, pendentif, bague, wearable, tout ce que tu veux qui écouterait, verrait, entendrait et serait ton assistant. En plus, il aurait une mémoire. Parce que d'ailleurs, ChatGPT a lancé, OpenAI a lancé un modèle où du coup, maintenant, tu as une mémoire persistante sur l'ensemble de tes chats, etc. pour pouvoir avoir... Parce que c'était aussi un gros problème. À chaque fois que tu ouvrais un nouveau chat, en fait, il fallait lui réexpliquer toute ta vie, quoi. Et donc, voilà. Donc, ils ont racheté cette boîte 6 milliards, alors qu'en fait, je crois qu'il n'y a même pas de produit. Non, mais c'est les personnes qui rachètent. Oui, c'est ça. C'est Johnny Ive qui rachète. Et quand il rachète Windsurf, il rachète toute l'équipe de dev ultra brillant, je pense. Un peu comme ce qu'a fait d'ailleurs Google quand, à l'époque, ils ont racheté DeepMind. Qui aujourd'hui est DeepMind... non, c'est l'inverse. C'était Brain. C'était Google Brain, c'est devenu DeepMind, c'est ça ? Je sais plus. Ils ont racheté DeepMind, en fait, qui était une boîte londonienne, qui était une boîte anglaise, dont le patron était Demis Hassabis, un chercheur brillant, qu'ils avaient lancé AlphaGo, AlphaFold, etc., tous ces grands modèles extrêmement puissants, et Google les a rachetés, mais en fait, en rachetant, ils font une acquisition recrutement. Et Demis Hassabis est maintenant un des grands noms, finalement, de Google DeepMind, qui est l'entité recherche de Google. Donc, où ils sortent tous leurs produits ultra R&D et ultra recherche. Donc oui, il y a... Mais pour moi, c'est super... après, c'est peut-être après coup, il y a le problème du... Après coup, on comprend les choses. Mais tu vois, pour moi, Google, c'est cohérent. De base, c'est une société technologique, mais qui ne fait pas d'AI à l'époque. Donc, c'est cohérent d'aller ajouter ça. Aujourd'hui, quand OpenAI, ils vont faire le choix de... Je te laisse Fijissimo, il y a plein de choses à rajouter. Mais donc, quand ils font le choix de racheter l'entreprise de Io avec Johnny Ive pour 6 milliards, j'arrive à comprendre, tu vois, puisque Meta, aujourd'hui, travaille sur les wearables, donc les lunettes. Google, ils l'ont annoncé, les lunettes. Ouais. C'est cohérent qu'en fait, OpenAI ait envie de mettre l'intelligence de ses modèles dans des objets. Aujourd'hui, Windsurf et Codells, je trouve ça incohérent, mais encore, qui suis-je pour dire ça ? Mais surtout, ça reprend quelque chose que tu mentionnais auparavant, c'est le fait que peut-être qu'on tourne en rond sur les données qu'on utilise, et on a besoin d'en avoir des nouvelles. Et peut-être que finalement, l'utilisation d'un hardware, j'ai pensé avec Meta, mais l'utilisation de hardware et de wearables, en l'occurrence, donc d'objets connectés qu'on aurait sur nous, ça permettrait de redonner un coup de fouet à de nouvelles données disponibles, plus fraîches, plus cohérentes. Encore pour rappel, ça a été annoncé là, je crois que c'est en Europe, mais c'est peut-être dans le monde aujourd'hui, Meta utilise toutes les données de Instagram et de Facebook pour entraîner les modèles d'IA. Ça a une importance aussi, parce que je pense qu'il y a une incompréhension là-dessus. Meta, Instagram, donc Facebook, a toujours utilisé les données disponibles pour faire du marketing. Ça n'a jamais été un secret. Par contre, là, ils vont juste les consommer pour créer des modèles. Et ça, c'est important, puisque peut-être qu'on est en train de tourner en rond. Je sais pas si tu as un avis là-dessus.
Ouais. Je t'ai peut-être perdu là. Non, mais sur le rachat, je pense que en fait, au niveau du rachat de Windsurf et du développement de Codex en parallèle, ils avaient aussi lancé un autre truc qui était Canvas, qui continue à exister chez OpenAI. Je crois qu'en fait, ils utilisent la stratégie de mettre plusieurs fers au feu. Aujourd'hui, en fait, personne n'a de boule de cristal. Et ni Microsoft avec Copilot, ni Cursor, ni Anthropic, ni OpenAI, ni Google, personne n'a la réponse sur quel outil va devenir l'outil suprême pour les développeurs. Donc en fait, ils se lancent sur 2 ou 3 paradigmes différents en rachetant Windsurf. On ne sait jamais, c'est pas très cher, il y a des très bons cerveaux. Si jamais ça continue et on va continuer à développer, et comme ça en fait, si tu veux, si Codex foire, ils ont Windsurf, si Windsurf foire, ils ont Codex. Donc en fait, je pense que c'est aussi ce type de stratégie-là. Et puis il y a aussi un truc, c'est que si tu rachètes pas les pépites qui sont aujourd'hui sous les feux de la rampe, tu te mets aussi en risque que ce soit tes concurrents qui rachètent. Ce qui peut être aussi assez dommageable. Donc des fois, tu n'as pas forcément peut-être envie de racheter, mais tu as peut-être encore moins envie que ton concurrent rachète. Tu vois ? Ok, toi tu le vois comme... Ouais, c'est vrai que moi, quand je vois un rachat d'une... Moi, je le vois en move stratégique, en fait. Ok, je comprends. Plutôt pour moi, quand il y a un rachat, c'est qu'on n'a pas l'expertise. Mais peut-être que les niveaux de trésorerie des entreprises, elles sont tellement élevées. Enfin, je sais pas si on parle vraiment de trésorerie, mais... je te rappelle qu'ils ont levé combien 100 milliards ? Je ne sais plus combien. 50 milliards ? Je n'ai plus d'idée. Ils sont valorisés 300 milliards. Mais la dernière levée de fonds qu'avait fait OpenAI, c'était phénoménal. Je n'ai aucune idée. Ouais, mais ils crament à fond aussi. Ils perdent de l'argent tout le temps. Et c'est ça, en fait, qui est c'est étonnant. Ça. Ils avaient levé 40 milliards. Voilà. Ouais, ok, c'est énorme. 40 milliards. Mais je crois que moi, je perds un peu la notion des chiffres. Je veux bien cramer pas mal d'argent, avoir un bon burn rate, mais quand même 40 milliards, tu as le temps de voir arriver, je pense. Tu as quand même le temps de voir arriver. Franchement, j'ai hâte de voir les chiffres, puisque je crois que l'année dernière, on parlait de cramer 5 milliards sur l'année. Mais tu vois, aujourd'hui, quand on a eu le phénomène des studios Ghibli, tu vois, personne n'a payé pour ça. C'est OpenAI qui paye à la fin. J'ai hâte de voir comment ça va se répercuter. Alors peut-être qu'ils vont gagner de l'argent ailleurs, c'est fort probable même avec les abonnements. Mais je suis sûr qu'ils ont cramé encore plus d'argent que ce qui s'est passé l'année précédente. En fait, la question, c'est combien de temps ces entreprises vont perdre de l'argent, en fait. Combien de temps elles vont se permettre de perdre de l'argent pour acquérir des utilisateurs et combien d'industries elles vont rayer de la carte. C'est un peu ça. Industrie de la pub, industrie du consulting, industrie de la création de software et de la tech. Et on peut continuer comme ça à beaucoup. On peut continuer comme ça ad vitam. Mais je vais te l'ouvrir la conversation philosophique. Est-ce que tu trouves pas que ça recentre le besoin de l'humanité, la notion même de ce à quoi on sert dans le monde, le fait que les IA elles arrivent comme ça et qu'elles viennent créer des layoffs. C'est-à-dire que je ne parle pas du layoff d'un point de vue économique, c'est dramatique, on fait perdre des emplois, il y a souvent des gens qui ont des familles et tout ça, mais je me dis des fois, très, très controversé, je me dis des fois que nos métiers, ils sont relativement bien payés. Et j'utilise vraiment le terme relativement, puisque il y a des métiers avec une forte pénibilité. Ces métiers-là, on ne peut pas les remplacer par l'IA, enfin, pour le moment. Après, il y aura peut-être les machines, mais ça remet l'église au centre du village sur quelle est l'utilité de chaque métier et pourquoi on est payé, qu'est-ce qui fait qu'on est payé relativement aussi cher dans notre domaine, tu vois. Pourquoi tu as des gens qui vont toucher 300 000, 500 000 $ aux États-Unis en étant software développeur. Mais ça, c'est fini. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Je pense qu'en fait, c'est vraiment, vraiment terminé. L'âge d'or des développeurs payés cher est absolument derrière nous. Moi, j'ai un avis et je le partagerai, mais plus longuement sur des longs essais. C'est absolument terminé pour les software engineers. T'as écrit un livre là c'est ça? Je ne sais pas si j'écris un livre, mais j'y réfléchis jour et nuit depuis au moins 3 ans, en voyant et en étant témoin de tout ça et en y réfléchissant vraiment de manière très, très profonde.
la valeur du software est en train de se réduire de manière exponentielle. Et c'est directement proportionnel à la puissance des LLM et des IA qui, aujourd'hui, prennent de plus en plus une part extrêmement active et prépondérante dans le développement, de plus en plus prépondérante dans le développement. Et donc, en fait, on va avoir la création de software va devenir, là où c'était un boulot de spécialiste, la création de software va devenir plus du tout un boulot. Moi, ma pensée, c'est que dans moins de 4 ou 5 ans, n'importe qui, le software sera créé à la volée, tu demanderas ce que tu veux aux machines ou au software ou au hardware ou un mix des deux, et en fait, tu auras ce que tu veux. Tu le décriras en langage naturel, ou même peut-être un jour tu y penseras juste. Et donc, en fait, la création de software qui était réservée à une élite, qui était complexe, etc., aujourd'hui, elle est en train de se détériorer et d'avoir une valeur marginale qui va tendre vers zéro. Mais de manière très rapide, pas dans 10 ans, 15 ans, etc., avant 2030. Avant 2030, c'est absolument terminé. Donc, en fait, ces gros salaires, etc., c'est le début d'une... tu dis remettre l'église au centre du village. Non, c'est qu'il y a eu des beaux jours. Ces beaux jours sont derrière. Il est probable que le métier de software engineer ou de développeur, etc., soit derrière nous. Moi, j'en suis quasiment persuadé. Mais toi, tu parles surtout du métier de software, dans le software au sens très large. Mais tu vois, là, par exemple, ma réflexion, elle a commencé vraiment très forte Cette semaine, j'ai utilisé Imagen. Imagen, en fait, c'est un des nouveaux produits qui a été présenté par Google durant I.O. Donc, c'est la création d'images. Donc, comme on pourrait utiliser texte aujourd'hui... ou image. Ouais, texte ou image. Vous mettez du texte, vous avez une image. Ils ont sorti Imagen 4. IMAGEN 4. C'est un modèle très très intéressant et qui se place assez haut. Il y a des contreparties puisque c'est Google, donc tout ce que vous proposez, enfin tout ce que vous donnez à Google, il le garde. Ouais. Il garde tout. Ça, il faut le savoir, et quand on le sait, on est en paix avec ce qu'on fait. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'apprécie beaucoup, enfin je suis très mauvais en art, et j'ai voulu essayer. Sauf qu'en plus d'être mauvais en art, je suis mauvais dans les prompts sur des text to image. Je le reformule un petit peu. Je ne sais pas demander à une IA comment créer une bonne image. Ok ? Et à un moment, j'étais un peu bloqué, donc j'essaye, je regarde sur des forums et tout ça, je dis, bah non, en fait, je vais utiliser ChatGPT, je vais lui dire ce que je veux, il va me l'optimiser et je vais demander à Imagen, tu vois. Et donc, je me suis mis à parler à ChatGPT en lui disant, voilà ce que je suis, voilà ce que je sais faire. Par contre, je ne sais pas faire de prompt de text to image et je vais utiliser un modèle. Donc, voilà mon idée de base, améliore-la pour que je puisse avoir un bon rendu. Et en fait, ce que j'ai fait, je pourrais peut-être montrer des photos à l'occasion, mais j'ai utilisé mon premier prompt, que j'ai fait moi, que j'ai demandé à ChatGPT de faire. Enfin, avant que je demande à ChatGPT de le faire, j'ai une image complètement nulle, pas cohérente, plein de défauts, vraiment pas belle. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT, avec ce prompt-là, de me l'améliorer. Et j'ai une image d'une qualité époustouflante, je vais utiliser le terme époustouflant, en 5 secondes, et ça m'a coûté 5 centimes puisque j'utilise fal.ia ou AI, donc c'est fal.ia. Et donc pour 5 secondes, 5 centimes, j'ai une image d'une qualité bluffante. Et ça reprend... Tu images très exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais, mais c'est pas le software, c'est tout en fait, c'est tout. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, le software est la partie. Le software, et pourquoi le software est si important pour tout le monde, pourquoi on parle de coding assistant, pourquoi tout le monde est obnubilé par ça, etc. Parce que c'est la meilleure preuve de concept de la capacité de l'humain à disrupter absolument tout le travail des cols blancs, tout le travail automatisable, tout le travail des gens qui travaillent sur un ordinateur. Si tu es devant un ordinateur 8 à 10 heures par jour, ton boulot va être remplacé. Tu vas être remplacé. C'est avant 2030. Peut-être les 10 dernières années du labeur de l'humanité, on est peut-être en train de démarrer en fait.
parce que d'abord, tu vas avoir les IA, ça arrive, extrêmement puissantes, qui vont petit à petit ronger, voire swiper complètement des pans entiers d'industrie. Et puis ensuite, tu vas avoir, et ça démarre aussi, les robots, qui d'abord démarrent dans les usines, mais petit à petit, les prix vont baisser de manière exponentielle. Les modèles extrêmement puissants vont être intégrés dans ces robots de plus en plus puissants et de moins en moins chers. Donc tu vas aussi potentiellement, pour l'instant c'est dans les usines, mais tu auras aussi des robots extrêmement puissants qui vont arriver dans le grand public, qui vont arriver sur le marché, qui vont être mis sur des tâches de plus en plus complexes, des tâches de serveur dans un restaurant, vendeur dans un magasin, etc. etc. Et tu vas avoir de plus en plus ça. Donc la robotique plus l'intelligence artificielle moderne aujourd'hui sont en train de supprimer petit à petit le concept même de labeur humain pour l'humanité. Et ça peut arriver dans les 10 prochaines années. Donc la vraie question, elle n'est pas technologique. Parce qu'en fait, le progrès technologique, on ne l'arrêtera pas. Personne. Ni toi, ni moi, ni des altermondialistes, ni des... on n'y arrivera pas. Le progrès, il est en marche et tu dois faire avec et on doit s'adapter. La vraie problématique, et c'est Dario Amodei, le patron d'Anthropic, qui en a parlé il y a quelques jours, parce que ça arrive, mais moi, ça fait déjà des mois que je le sens, la vraie problématique, elle est aujourd'hui dans les mains des gouvernements, des politiques, des leaders politiques de nos nations, de nos pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise de conscience, ou alors s'il y a une prise de conscience, il n'y a aucune prise d'acte sur préparer une société et un modèle social post-IA, post-robot, qui va arriver dans les 5 à 10 prochaines années et qui va disrupter entièrement tout le labeur humain, mais aussi toute l'économie sur laquelle il repose, ou l'économie repose sur le labeur humain. Parce que du coup, le capitalisme, comment il se transforme ? Est-ce que tu te transformes en une élite qui va gagner 100 fois plus, mais qui représentera 10% de la population et 90% qui va crever la dalle ? Ou est-ce que tu remets en question le capitalisme moderne ? Est-ce que tu penses à un système de redistribution ? Est-ce que tu penses à un système de Universal Basic Income, de revenus universels ? Est-ce qu'il faut en revenir à une monnaie sociale ? Est-ce que, etc., etc. Mais il n'y a aucune prise d'initiative aujourd'hui, dans aucun pays, de réfléchir et de mettre nos cerveaux, voire des IA, à la réflexion de imaginer une société, la société d'après. Et ça, c'est un gros souci. Ça, c'est un gros souci parce que si ces 10 années qui arrivent, elles arrivent bien comme je pense qu'elles vont arriver, ça va être des années de tension sociale extrême, d'injustice extrême et d'enrichissement qui va être un peu compliqué parce que ces gens qui courent très très vite et dont on parle à chaque fois, OpenAI, les énormes mastodontes boîtes tech qui vont créer des robots, des IA de dernière génération, etc., elles ont besoin de vivre et elles ont besoin d'argent. Mais si personne, et si tous les gens à qui elles proposent leurs services n'ont plus de job et ne peuvent plus se sustenter, ça crée un problème majeur. Ça crée un problème majeur. J'ai perdu tous nos auditeurs, je t'ai perdu toi, je pense que j'ai... Non, je trouve ça beau, le côté comment la technologie en revient, enfin comment l'IA vient de l'économie, enfin de la croissance du capitalisme, il y a tout plein d'autres choses derrière, et comment on est obligé, avec ton point de vue, de revenir sur la réflexion économique, sociale, que l'innovation est en train de créer. Et je pense que ça va créer un sacré boom, mais effectivement, il y aura des pays gagnants, des pays perdants. À l'intérieur des pays, il y aura des gagnants et des perdants. C'est comme ça que ça fonctionne, mais je suis d'accord que... Oui, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire là, je te rapporte un peu, mais c'est pas qu'une question de projet Seagate aux États-Unis, on lève 500 milliards. Stargate. C'est pas le Stargate, j'ai dit quoi ? Seagate ? T'as dit Seagate. Mais peut-être ils le font dans la mer aussi. C'est une marque de disque dur. Non, mais c'est une marque de disque dur, pardon. C'est pas comme Macron qui dit plug et qui veut lever 100 milliards à l'étranger. Il faut revoir nos méthodes de consommation. Comment on vit.
Ouais. D'une certaine façon. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Nos modèles. Est-ce que c'est une question pour le prochain invité ou non ? Je sais plus là. Ah bah là, à ce moment-là, soit il faut inviter Rick Rubin, soit il faut inviter le Dalai Lama, soit il faut inviter Geoffrey Hinton ou Joshua Bengio, ou réinviter Chevret. Bon, allez, les invitations sont envoyées si jamais vous nous entendez. Ou Sergey Brin, ou non, mais Dario Amodei d'Anthropic, il est quand même très très brillant. Et moi, je vois vraiment poindre ce risque assez rapide. Et c'est questionnant. C'est questionnant. Et j'en profite aussi pour les personnes qui arrivent à nous suivre juste ici, si vous avez l'opportunité de suivre le blog d'Anthropic, je pense que c'est un des blogs les plus pertinents sur l'IA. C'est qui répond. Ils ont des données, ils sont sur ce sujet, ils le comprennent, ils savent où ils vont, ils savent qu'il y a des enjeux économiques pour leur entreprise, mais il y a aussi des enjeux de société. Chaque article de blog, il est super cohérent dans le monde dans lequel on vit. Donc si vous avez un peu de temps, lisez, que ce soit le risque, les risques, puisque on n'en a pas parlé, mais il y a Claude 4, techniquement, on est en train de dire que potentiellement, on arrive à la fin de l'épisode, mais Claude 4, potentiellement, il a renforcé, Anthropic a renforcé sur Claude 4, surtout Opus, les alignements, enfin je ne sais pas si on dit de alignement ici, mais les risques où si on demande des armes chimiques, des armes... ils mettent une énergie monstrueuse puisqu'ils savent que ça existe, puisqu'ils ont les données, ils les voient les données. En fait, potentiellement, le modèle, ces modèles agentiques qui sont capables d'exécuter des commandes, etc., sonnaient... a priori, moi je ne l'ai pas vérifié, de mes yeux en tout cas, mais a priori, le modèle est capable d'avertir les autorités s'il est utilisé de manière où il aura décidé que... il faut lever une alerte ou un drapeau ou un carton rouge, quoi. Donc ça pose des questions, parce que de l'autre côté ça fait vraiment très très Big Brother Watching You, 1984, George Orwell. Et d'ailleurs en fait le projet Stargate à 500 milliards lancé en grande pompe, etc., on est aussi en droit de se poser des questions sur un potentiel risque à l'échelle globale de surveillance globale généralisée. Ça c'est encore d'autres enjeux. On quitte l'économie là. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres, toutes tes misères amoureuses, tes difficultés, tes problématiques à des modèles qui sont hébergés, tu sais pas trop où, qui ont des garde-fous complètement opaques, parce que ça soit, donc tous les gros providers dont on parle, leurs modèles, la plupart du temps, ne sont pas open source, ne sont pas open weight. Les algorithmes et les programmes de garde-fous d'alignement ne sont pas publiés. Tout ça est gardé très opaque. Donc on est quand même aussi en droit de se poser la question, quand tu balances un prompt, peu importe où est-ce que tu le balances, sauf si tu héberges effectivement ton modèle sur ta machine. Mais aujourd'hui, honnêtement, il y a à la fois personne qui fait ça, mais tu es en droit de te poser la question, où vont mes prompts, mes datas, comment elles sont utilisées, etc. Et aujourd'hui, personne n'en a de foutue idée. Donc ça laisse la porte ouverte à plein d'imaginaires. Et comme tu le disais tout à l'heure, la data vaut tellement de l'or que fatalement elle est utilisée. Et elle sera utilisée, c'est évident. On arrive doucement vers la fin de l'épisode, parce qu'on a encore beaucoup parlé de beaucoup trop de sujets. En fait, c'était pas de l'actu, c'était de la métaphysique et de la sociologie. Tout le monde suit un peu les news, tout le monde sait un peu ce qui se passe, aussi de donner notre point de vue. Et puis n'hésitez pas à nous dire si ce genre d'épisode vous plaît. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous utilisez Claude, Cursor ou Claude Code, c'est ça, Claude. Ouais. On a un épisode qui va sortir avec un invité d'ici 2-3 semaines. Normalement, on sera autour de la robotique, si tout se passe bien. Donc on essaie de continuer un peu dans cette idée-là. Et on se dit à très vite. C'est ça, Pierre ? À très vite. Merci Thomas, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.